Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur le chapitre 10 du thème 2 du programme de STMG en terminale mercatique, donc que j'ai intitulé La politique de distribution, et on va tenter de répondre à une nouvelle question de gestion: la grande distribution est-elle incontournable? Donc je vais déjà commencer par vous faire une introduction comme d'habitude, et ensuite on verra les deux parties de cours qui nous intéressent. Donc je vais commencer par vous présenter le chapitre. Donc si on fait un bref retour sur les 4 P, ou encore marketing mix ou plan de marchéage, c'est la même chose, donc qui fait partie du marketing opérationnel. On a vu lors des 4 derniers chapitres analysés les deux premiers éléments du marketing mix, à savoir la politique produit et deuxièmement la politique de prix. Donc dans ce chapitre, nous allons désormais nous focaliser sur les fondamentaux de la distribution, c'est-à-dire les méthodes de mise à disposition à un consommateur intermédiaire, c'est-à-dire une entreprise, ou à un consommateur final comme le consommateur, donc des biens, des services ou des solutions selon l'échéance, le lieu, la quantité et la présentation qui sont adaptés. Donc cela va nous permettre d'identifier les différentes possibilités pour le consommateur d'acheter son produit, donc notamment en magasin, et comme c'est de plus en plus le cas, donc sur Internet, qui devient un nouveau lieu de consommation. Donc on va avoir un plan de synthèse en deux parties. Donc dans un premier temps, on va étudier donc les notions et concepts d'unité commerciale et canaux de distribution. Et dans un second temps, on va voir les différents choix stratégiques qui peuvent être mis en place par le producteur. Donc vous allez avoir trois objectifs. Premièrement, savoir qualifier la stratégie de distribution de ce producteur et savoir en mesurer les enjeux. Deuxièmement, savoir comparer donc, les stratégies de distribution adoptées sur un marché en particulier. Et enfin, savoir caractériser le ou les types d'unités commerciales qui vont être choisis et savoir analyser leur complémentarité. Donc dans une première partie, on va se concentrer sur deux éléments essentiels de l'univers du mix distribution, donc les unités commerciales et les canaux de distribution. Donc on va se poser déjà une première question, c'est la première sous-partie: qu'est-ce qu'une unité commerciale? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux grandes formes d'unités commerciales, donc ce qu'on appelle les unités commerciales physiques et les unités commerciales virtuelles. Donc ces deux unités commerciales, elles vont permettre aux consommateurs d'accéder à une offre. Donc les unités commerciales physiques, on va distinguer déjà deux types. Premièrement, ce qu'on va appeler les grandes et moyennes surfaces. Donc vous connaissez notamment Carrefour, Leclerc, Géant, Casino, Intermarché, etc. Et on va également distinguer donc, ce qu'on appelle les grandes surfaces spécialisées, par exemple Leroy Merlin, Monsieur Bricolage, Ikea, Darty, Boulanger, où vont être vendus des produits spécifiques liés à un univers de consommation, je dirais très précis. Si vous allez chez Leroy Merlin, vous savez que vous allez aller dans un magasin qui vend des produits liés à l'univers du bricolage. Les unités commerciales virtuelles, donc c'est un ensemble de techniques qui vont permettre de vendre des produits à distance, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément y avoir l'acheteur et le vendeur, à la différence de l'unité commerciale physique. Donc vous en connaissez beaucoup, le plus connu étant Amazon. Il existe également Cdiscount qui appartient à Géant Casino, venteprivée.com, rue du commerce, etc. Donc on va voir leurs principales caractéristiques, leurs avantages et limites en particulier. Donc les unités commerciales physiques, ça sous-entend un déplacement du consommateur pour accéder à l'offre. C'est-à-dire que vous allez vous déplacer, prendre votre véhicule pour aller, par exemple, chez Carrefour. Il va y avoir des horaires d'ouverture limités. En revanche, vous allez pouvoir toucher, essayer l'offre, le produit de façon générale, et vous allez pouvoir bénéficier de conseils de spécialistes, notamment dans les grandes surfaces spécialisées. Les unités commerciales virtuelles, elles présentent l'avantage de ne pas avoir à se déplacer pour accéder à l'offre. C'est également ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'assortiment, notamment c'est le cas d'Amazon, il est quasiment illimité. En revanche, il va y avoir des délais et des frais de livraison. Il faut faire attention à ne pas faire d'amalgame, ces deux types d'unités commerciales sont de plus en plus complémentaires. Et il ne faut surtout pas dire qu'elles sont concurrentes. On va voir qu'il y a de plus en plus de magasins physiques qui utilisent des sites en ligne pour augmenter leurs ventes. Donc on va désormais s'intéresser à la façon dont le produit va être acheminé vers le consommateur, c'est ce qu'on appelle le canal de distribution.
Donc c'est une succession d'intermédiaires physiques ou virtuels qui vont relier le producteur au consommateur et permettant la distribution d'un produit. Donc on va voir qu'il y a trois chemins possibles. Donc le premier, c'est le plus simple, il n'y a aucun intermédiaire, c'est-à-dire que le produit va aller directement du producteur vers le consommateur, c'est ce qu'on appelle le canal direct. C'est donc une distribution directe puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. C'est notamment le cas quand vous allez acheter par exemple des œufs directement à la ferme qui se situe à quelques kilomètres de chez vous. Deuxième chemin, il va y avoir un intermédiaire entre donc, le producteur et le consommateur. Ça va être notamment, par exemple, un détaillant. Donc là, ça va être un canal court et là, une distribution indirecte puisqu'il va y avoir entre le producteur et le consommateur un intermédiaire. Donc là, c'est notamment, par exemple, la fromagerie, pareil, qui se situe à côté de chez vous, qui achète donc le lait directement au producteur et qui va faire ses fromages. Et ensuite, ces fromages, il va vous les vendre directement. Et le dernier chemin, donc là, il va y avoir plusieurs intermédiaires, par exemple des grossistes, des détaillants, entre le producteur et le consommateur. Donc là, c'est ce qu'on appelle un circuit long. On est toujours sur une distribution indirecte. C'est notamment le cas de la grande des grandes et moyennes surfaces. Quand vous allez faire vos courses chez Carrefour et autres, sachez qu'il y a énormément d'intermédiaires. Donc après avoir analysé les bases de la distribution en marketing, on va désormais étudier les choix qui s'offrent aux producteurs pour distribuer ces produits, donc les choix stratégiques de distribution. Donc on va déjà commencer par définir ce qu'on entend par distribution multicanal. Donc c'est l'utilisation simultanée de différents canaux de distribution pour la commercialisation des produits. On va prendre l'exemple que vous vouliez acheter le dernier iPhone. Vous allez avoir plusieurs choix, c'est-à-dire que Apple va vous donner la possibilité soit de l'acheter directement sur son site internet, soit de venir en magasin, donc dans un Apple Store, ou encore aller chez votre fournisseur Orange ou Free, etc. Là, on voit bien qu'on développe la complémentarité entre l'achat en ligne, le magasin, et que le but, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires, faciliter l'achat pour le client, développer l'expérience de consommation. Donc la deuxième sous-partie, elle traite des stratégies de distribution. Donc globalement, le producteur, il est amené à faire un arbitrage concernant la diffusion de son offre, c'est-à-dire l'intensité de sa distribution. Donc qu'est-ce qu'on entend par ça? Tout simplement, il va y avoir trois types de distribution. Premièrement, la distribution intensive. C'est le cas de nombreux produits de grande consommation comme Coca-Cola, c'est-à-dire qu'ils vont être présents dans un très très grand nombre de magasins, le plus possible. Le but étant de pénétrer le plus le marché, d'augmenter le chiffre d'affaires. Deuxième type de distribution, elle va être sélective. Donc là, on va sélectionner des points de vente selon certains critères, notamment pour donner une image de spécialiste. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une marque qui s'appelle Kerastase. Donc c'est des produits capillaires qui sont uniquement vendus soit dans des salons de coiffure, soit dans des magasins de coiffure spécialisés. Et enfin, il va y avoir ce qu'on appelle la distribution exclusive, où là, le produit va être uniquement vendu par la marque elle-même, par exemple. Donc ici, j'ai pris l'exemple de Rolls-Royce, qui est une marque anglaise d'automobile de luxe. Si vous voulez acheter ce type de voiture, il faudra aller directement chez le fabricant en Angleterre ou dans des magasins qui leur appartiennent dans d'autres pays du monde. Donc pour terminer, on va étudier le cas de la franchise, qui est une forme de distribution à la fois indirecte mais exclusive. Donc la franchise, c'est un contrat, donc ça vous l'avez vu en droit, par lequel un franchiseur va mettre à la disposition de ses franchisés à la fois son savoir-faire, sa marque, sa notoriété, en échange d'un versement de droits d'entrée et de rémunération, en général, qui est fixé par rapport au chiffre d'affaires. Donc le franchiseur, ça va par exemple être McDonald's, et le franchisé, ça va être une personne physique comme vous. C'est-à-dire que si vous voulez ouvrir un McDonald's à côté de chez vous et que McDonald's trouve qu'il y a un potentiel pour ouvrir un magasin à côté de chez vous, vous allez être en relation et McDonald's finalement va vous accompagner, vous donner le droit d'utiliser sa marque, et vous, en échange, vous allez donc bénéficier de l'image de marque de McDonald's, de sa notoriété. Par contre, il va falloir payer un droit d'entrée et chaque année leur verser des dividendes. Donc on va voir les avantages et les limites pour le franchisé et pour le franchiseur. On va commencer par le franchisé, c'est-à-dire la personne physique.
Donc les avantages y sont nombreux, c'est bénéficier d'aide à l'ouverture, ne pas commencer tout seul, avoir la garantie de vendre un produit connu et bénéficier d'une assistance commerciale et de formation. En revanche, sachez que les coûts d'entrée, de redevance et d'apport personnel sont très élevés pour pouvoir ouvrir une franchise. Et deuxièmement, vous allez notamment avoir moins de liberté que si le magasin vous appartenait à 100%, puisqu'on va vous imposer certains choix. Pour le franchiseur, il y a également plusieurs avantages. C'est développer rapidement l'implantation, augmenter rapidement les ventes, et enfin avoir des coûts d'investissement qui vont être réduits, puisqu'ils vont être supportés par le franchisé. En termes d'inconvénients, ça va engager son image de marque, et il va y avoir des difficultés, par exemple, pour assurer le contrôle, puisque c'est quelqu'un finalement qui ne leur appartient pas directement. Donc on en vient de terminer ce cours sur le chapitre 10, sur la politique de distribution. Je vous laisse faire votre synthèse. Bon courage et à bientôt.